Salut tout le monde! Comme vous voyez, il n'y a pas de flafla, pas de musique aujourd'hui parce que c'est un épisode spécial. Pourquoi un épisode spécial? Premièrement, on a atteint les 20 000 écoutes à chaque mois. Donc, je voulais vous remercier avec un petit épisode supplémentaire ce mois-ci. Et surtout, j'ai eu la chance d'être invité sur un autre podcast cette semaine pour me faire poser des questions par Pat qui anime le Financièrement parlant podcast. Et je pense que ce podcast-là, cet épisode-là, va vous permettre de me connaître un petit peu mieux. Donc, mes opinions, ma philosophie sur différents aspects de la vie et de la finance qui vont un petit peu au-delà de la simple synthèse des livres que je fais chaque semaine. Donc, je vous invite à écouter l'épisode. Je vais juste vous le faire jouer, là. Donc, après mon introduction, c'est son épisode qui va partir. Si vous appréciez ça, je vous invite à aller écouter son podcast. Sinon, je vous remercie encore pour le soutien. 20 000 écoutes par mois, je pensais jamais arriver là quand je n'avais 300 le premier mois. C'est vraiment malade. Merci beaucoup. Et je vous laisse maintenant avec les bons soins de Pat pour le podcast Financièrement parlant. Et nous, on se revoit mardi prochain pour notre épisode régulier du podcast de Finances fondamentales. C'est déjà commencé pour le Financièrement parlant podcast. 9h pile. Nous sommes le 27 février et oui, c'est bien Pat Raymond en ondes, là, mais avec la voix très, très, très éraillée. Mais c'est quand même moins pire que tantôt parce qu'à 5h du matin, en me levant, je parlais pas du tout. Et forcément, ça tombe jamais bien une extinction de voix, mais ça se replace tranquillement. Mais heureusement que j'ai avec moi comme invité ce matin un podcasteur. Je ne sais pas si on peut dire ça, un podcasteur, un animateur, un influenceur, un passionné de finances personnelles, ça c'est certain. Et j'ai nommé l'animateur de Finances fondamentales. Je ne sais même pas s'il veut qu'on dise son nom, fait que je vais essayer de garder ça plus discret. Finances fondamentales, qui est un podcast de plus en plus écouté. Et personnellement, j'écoute plein de podcasts. En fait, je les écoute toutes pratiquement. Tout ce qu'il y a de non-finance dedans, je les écoute quasiment toutes. J'écoute 4 heures, 5 heures de podcasts par jour quasiment. Et voilà que quand je suis tombé sur Finances fondamentales, c'est le genre de podcast que tu commences à tout tes downloader. Puis là, quand je vais au gym, tout ça, ils s'enlignent tout un après l'autre et j'avais pris le dessus. J'avais écouté une quinzaine avant d'être à jour dans ce fameux podcast Finances fondamentales. Et qu'est-ce que j'allais dire ton prénom? On peut-tu dire ton prénom? Comment je te... Pas OK. tout de suite, j'aime mieux. On garde ça discret, hein? Bon. Ouais, mais peut-être qu'un jour, ça va être dévoilé parce qu'il y en a qui commencent à découvrir, là, oui. Mais pour l'instant, j'aime mieux garder ça de même. Parfait. Puis on précise, t'es pas recherché par la police, c'est juste que tu veux rester discret. Mais on va dire le gars de finances fondamentales, le passionné de finances personnelles, je dirais que c'est un grand lecteur parce qu'il se tape facilement un livre par semaine, si c'est pas plus, avec tout ce qui touche aussi dans son travail personnel. Donc, j'ose croire que la culture, puis la mentalité, puis tout ce qui développe au niveau de la finance personnelle, évidemment, c'est à vitesse grand V, parce qu'il y a une solution pour améliorer ses connaissances, puis c'est vraiment de lire des livres. Je sais que c'est ce qui demande le plus, mais la rigueur aura toujours raison, c'est de lire des livres. Et il faut lire les bons livres. Alors, voilà qu'il nous enligne vraiment sur des bouquins où il va suggérer d'aller de l'avant, où il va peut-être se garder une réserve puis dire, j'ai aimé, mais par contre, peut-être je le recommanderais pas. Comment ça va, Finances fondamentales? Là, je vais te laisser parler parce qu'avant que je n'ai plus de voix, et on doit souligner, avant que je te laisse parler, on doit souligner que ce podcast-ci va aussi aller sur tes plateformes. Donc, c'est un podcast 2 pour 1. Alors, salutations aux auditeurs de Finances fondamentales. Ici, c'est Financièrement parlant. Et parlant est beaucoup plus agréable que maintenant. Donc, ne vous fiez pas au ton de voix actuel pour vous faire une idée, une tête sur tous les autres épisodes. Je vous en prie. Alors, Finances fondamentales, salut, bienvenue sur le podcast Financièrement parlant. Salut Pat, merci. Puis je vais dire à mes auditeurs qu'habituellement, tu as la plus belle voix des podcasts du Québec, comme je t'ai déjà écrit. Là, je suis jaloux de ton micro et tout ça, mais je suis bien content de passer du temps avec toi aujourd'hui puis jaser de finance. Je pense qu'on est deux passionnés. Là. Merci. Oui, non, vraiment, on ne chicanera pas. Il n'y aura pas trop de rififi, comme on dit dans notre conversation, c'est certain. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a peut-être une 20 ans de différence, à peu près, de 2 générations différentes, certes. Et on est des personnes qui sont allées à l'école quand même un bon bout de temps. Puis on parle, je pense que toi aussi, tu t'adresses quand même beaucoup aux jeunes dans ton propos, dans tes auditeurs, auditrices. Je pense que lorsque tu fais tes podcasts, est-ce qu'on pourrait dire que tu t'adresses plutôt
à des jeunes qu'à des vieux? Les statistiques montrent, c'est surtout 25-40 OK. à peu près qui m'écoutent. Il y en a ailleurs, là, mais la masse est pas mal entre 25-40. Mhm. Puis mon intention, c'est pas, je te dirais, je pense que quand on fait un podcast, il faut cibler un auditoire Oui. précis. Là. Oui. Moi, c'est plus, quand j'ai commencé ça, c'était juste avoir du fun, faire des synthèses de livres sur les finances. Puis je me suis dit, ceux qui sont intéressés m'écouteront. Fait que dans mon ton de voix, c'est vraiment la façon que je parle au quotidien. Je n'essaie pas de changer quoi que ce soit pour cibler les jeunes ou les personnes qui ont plus d'expérience. Donc, c'est vraiment juste ceux qui sont intéressés par les finances peuvent m'écouter. Puis j'ai des gens qui m'écrivent qui ont 16-17 ans qui veulent commencer à s'intéresser à ça. Puis j'en ai qui ont 56-60 qui ont des questions pour la retraite. Je peux pas toujours répondre à toutes leurs questions. J'ai pas ton expertise. Mais c'est pas mal ça. Non, tant mieux s'il y a des jeunes qui apprécient le podcast. Mais tu sais, l'intention première, c'était juste de dire que moi, tu sais, juste peut-être mettre mon parcours un petit peu pour que les gens comprennent pourquoi je fais ça. Là. Mhm. Mais tu sais, moi, j'étais monsieur, madame, tout le monde au niveau des finances. Là. Comme la majorité des gens, je m'intéressais pas à ça. C'était le flou pour moi. Puis je disais à mon conseiller, investis dans ce que tu veux, je m'en fous. Tu sais, je regardais pas mes affaires. OK. J'étais tout le temps quelqu'un, par exemple, qui épargnait. J'avais toujours 5 000 dans mon compte de banque parce que j'étais stressé de manquer d'argent. Mais un coup que ce 5 000-là était là, le reste, je l'investissais pas. Là. Okay. Puis je te dirais pas que je dépensais beaucoup parce que j'étais aux études. J'ai fait un post-doctorat. Là, donc, j'ai fini moi mes études à 29 ans, pas parce que j'ai niaisé, là, parce que j'ai fait bac, maîtrise, doc, post-doc. Et t'as étudié dans quoi? Juste par curiosité? Je vais y aller plus large parce que sinon, les gens qui sont à Sherbrooke vont me cibler facilement. Là. D'accord. Mais j'ai étudié dans le domaine de l'éducation. OK. Tout ce qui est enseignement, pédagogie. Donc, j'ai fait mon post-doc en France pour ça. Donc, j'ai fini à 28-29 ans mes études, puis j'ai été embauché comme prof à Sherbrooke. Fait que quand j'ai pas fait beaucoup d'argent dans ma vie, puis j'étais étudiant longtemps. Fait que j'avais pas de temps de surplus à investir. Puis quand j'ai commencé à être chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, ben là, j'avais des revenus qui rentraient. Puis je me disais, ben, qu'est-ce que je fais? Là? Tu sais, j'avais plus 5 000 dans mon compte, j'avais 28 000. Là, j'étais comme, OK, ben là, c'est pas normal que ça traîne là. Fait que j'ai commencé à l'investir. Puis j'étais allé chez mon cousin à Rimouski en 2019. Okay. Oui, il va sûrement écouter ça, là, puis il va se reconnaître. On le salue. Puis il m'a prêté les 2 livres de Pierre-Yves McSween. Oui. En as-tu vraiment besoin? Puis Liberté 45. Puis ça a été vraiment... C'est pour ça que ces livres-là occupent une place spéciale dans mon cœur. Puis Pierre-Yves aussi, là, j'écoute ses chroniques tous les jours. Oui. Mais ça m'a réveillé. Ça m'a dit, hey, t'es innocent, là. Tu sais, t'as perdu 10 ans de ta vie. Est-ce que t'aurais pu faire fructifier cet argent-là? Au lieu qu'elle dorme dans un compte épargne, au lieu que tu dépenses dans des trucs inutiles. Fait que ça m'a vraiment, c'est ces 2 livres-là qui m'ont réveillé. Puis là, ben moi, dans la vie, quand je commence quelque chose, je le fais. Fait que là, je suis viré fou. J'allais chercher 3 livres à la bibliothèque pour 3 semaines avec mes filles. Là, ils sortaient leurs livres à elles. Okay. Puis mais j'ai lisé en 4-5 jours. Là. Fait que j'ai lisé. Puis moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Là. Je suis pareil dans mes études scientifiques. Là. Je lis des articles scientifiques. Puis si je prends pas de notes, j'oublie tout. Il y a des gens qui vont citer des auteurs de 1988, puis ils se rappellent de tout. Moi, je suis pas de même. Il faut que j'aille mes fiches de lecture, puis que je retombe dans mes documents. Fait que quand j'ai commencé à lire, j'ai dit je veux pas lire puis tout oublier. Fait que je me suis fait des fiches, comme quand je lis des articles scientifiques, pour retenir les éléments principaux des livres que je lis. Oui. Puis ça m'a permis à m'amener quand j'étais rendu à 80 livres de lus. Puis je lis vite, là, parce que quand on lit des articles scientifiques, ben j'ai développé une méthode de technique de lecture rapide. Oui. Fait que je peux lire un livre en 2 heures, il est fini, ma fiche est faite. Fait que c'est pas super long. Puis quand j'ai lu 80 livres, là, je l'ai entendu dans un de tes podcasts, tu avais dit t'as le goût d'en parler à tout le monde. Tu sais, quand tu découvres ça. Oui, c'est vrai. C'est comme, tu dis, hey, je peux pas croire qu'il y a des gens qui connaissent pas ça. Tu sais, ça change une vie de prendre en main tes finances. Fait que là, j'en parlais à mon entourage, mes amis, mais c'est pas tout le monde qui veut jaser de ça. Fait que j'avais comme pas le public ou l'auditoire pour... c'est pas sexy. Ben c'est ça, tu sais, pour jaser puis vivre cette passion-là. Ouais. Fait qu'en parlant à un autre de mes chums qui était passionné, qui vient de Québec, justement, je viens de Québec comme toi, là. OK. Il me dit, hey, tu pourrais faire un podcast. Mais moi, le podcast, là, c'était... Tu sais, j'étais un prof d'université, là. Tu sais, je suis pas influenceur, je fais mes petites affaires dans mon bureau puis j'enseigne à mes étudiants. Fait que j'ai commencé à lire là-dessus, puis ça a pris un bon 3-4 mois que je lis sur le podcast, comment faire ça, réfléchir à ce que je voulais faire. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, ce que j'aime faire, c'est lire. Je suis bon pour lire. Je suis capable de synthétiser facilement parce que je fais ça dans mon travail au quotidien. Je me suis dit, tout ce que je vais faire, c'est synthétiser un livre par semaine. Ça va me permettre d'enregistrer d'avance des fois parce que j'ai un horaire chargé. J'ai pas d'invité, fait que c'est à mon rythme.
Fait que j'ai synthétisé un livre par semaine. Fait que sur mon podcast, ce que je fais, c'est, tu as dit que lire, c'est important pour s'instruire, mais moi, j'ai le temps. Ouais. J'ai la facilité de lire, j'ai le goût. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui ont des difficultés à lire ou qui n'ont pas le goût de lire. Ben, je me suis peut-être leur mettre ça dans les oreilles. Au début, c'était 15-20 minutes. Je voulais synthétiser un livre en 15-20 minutes. Des fois, c'est plus long, là, comme l'épisode qui est sorti cette semaine, justement, avec Carmen Kong. Ouais. Donc, c'est ça. Je voulais offrir l'opportunité au plus de gens possible de s'instruire sur leurs finances facilement dans leurs oreilles pendant qu'ils s'entraînent, pendant qu'ils font la vaisselle. Parce que moi, j'en écoute des podcasts comme toi. Là. Je m'entraîne à chaque matin. Fait que j'écoute au moins une dizaine d'heures de podcasts à vitesse 1.5. Là. Fait que, tu sais, mes filles sont tannées d'entendre des podcasts et finances dans le char. Fait toi, ça a l'air des podcasts de François Pérusse. Dans le fond, quand tu les écoutes, là, c'est vraiment la voix plus rapide, c'est ça? Ça dépend. En anglais, je les écoute à 1.2 parce que sinon, j'en retiens moins. Okay. Mais sinon, c'est vraiment 1.5, sauf quand je tombe sur un sujet qui... Tu sais, des fois, t'en écoutes parce qu'on écoute, là. Tu sais, tout ce que le mot finance, moi aussi, je les écoute. Puis là, je comme, tu sais, ça, je le connais, j'ai déjà entendu ça. Puis là, quand je tombe sur un sujet comme, oh, ça, je connais pas ça, là, je le mets à vitesse normale, puis je prends le temps d'écouter puis de retenir des trucs, là. Mais ce que je retiens, c'est que t'es très... ça revient, là. T'es très rigoureux. Puis ça, c'est probablement dans ton comportement, dans ta nature humaine. Tu sais, quand t'avais 10 ans, tu devais être comme ça. Ce qui t'a servi aussi, ce qui t'a aidé à l'école. Et le fait de lire des livres et de les livrer comme... Ben, écoute, même moi, j'ai sauvé plein de temps parce que des livres peut-être que j'aurais acheté, puis que là, tu m'as sauvé. D'ailleurs, tu le dis dans ton intro, tu sais, tu sauves le temps à d'autres de le lire, et en même temps, les propos ne viennent pas de toi. Tu sais, tu précises constamment. L'auteur propose que, des fois, tu as un peu d'éditorial, tu veux dire, ben, je suis moins d'accord avec l'auteur, je suis plus d'accord, peu importe. Mais tu relates tout ce qui se passe puis tout ce qui se dit dans le livre. Fait que, tu sais, on peut pas être contre ça. C'est un livre, tu le résumes. Puis pour du monde comme moi, sérieusement, je sais pas si même ceux qui sont pas trop, initiés à la finance. Moi, personnellement, là, de t'entendre, écoute, ça me permet d'avoir un contenu du livre, puis des fois, ça va me donner le goût de l'acheter, d'aller le chercher à la bibliothèque, puis des fois, pas du tout. Ou ça peut être carrément, j'en ai assez entendu avec ce que tu m'as résumé et ça me suffit. J'ai pas besoin de le lire. Donc, c'est pas de la paresse, là. Mais à un moment donné, il y en a de l'information. Hein. Il y en a beaucoup d'informations sur la finance personnelle. Il faut faire des choix. Mais moi, tu me sauves énormément de temps. J'ai écouté ton podcast de 50 minutes ce matin. Il était autour de 5h15, 5h20. J'avais déjà commencé. Puis je fais mes trucs avec mes écouteurs, puis ça joue constamment, puis j'écoute vraiment, là, pas à 1.5, non, j'écoute à vitesse normale. Mais, et d'ailleurs, on salue Carmen Kong, que je vais avoir aussi sur le podcast, qui a une très, très belle histoire, hein, tu sais, puis en tout cas, j'encourage les gens qui entendent le podcast actuellement, puis qui n'ont pas écouté ton épisode sur le résumé. D'ailleurs, tu l'as en 2 parties. C'est vraiment un livre, c'est fort intéressant pour des gens qui veulent savoir comment débuter, parce que c'est toujours la question, comment débuter? Et là, je t'emmène sur le volet coaching. Pas que t'es un coach, mais je pense que tu en fais de la consultation. Est-ce que je me trompe? J'appellerais pas ça de la consultation. Puis je veux juste revenir un petit peu en arrière, puis après ça, je réponds à ta question. Tu as parlé de résumé, puis je vais mettre ça de l'avant parce que c'est important. Ceux qui connaissent pas mon podcast, c'est pas juste moi le podcast. Je pars vraiment de l'auteur justement pour essayer d'être neutre le plus possible et résumer le livre. Oui. Donc, c'est pas juste mon opinion à moi. Puis bien sûr, à travers ça, je mets ma couleur un petit peu pour me positionner, mais ça se peut que des fois, j'amène des propos qui vont à l'inverse de ce que moi je fais. Puis c'est correct aussi, là, parce qu'il ne faut pas être dans une chambre d'écho où je parle juste de FNB indiciel puis investissement autonome tout le temps. Puis je trouvais ça intéressant parce que justement, j'ai enregistré l'épisode de la 2e partie du livre de Carmen Kong. Oui. Puis elle va beaucoup vers le conseil avec les professionnels, alors que moi, je suis un peu de l'autre côté. Je pense que quand les gens s'éduquent, ils sont capables tout seuls, mais mon opinion ne vaut pas plus que le sien, vaut pas plus que le tien. Je veux dire, toutes les stratégies sont bonnes selon la personnalité de la personne. Fait que je trouve ça bien justement qu'il y a des personnes comme elle. Puis c'est ce que je fais sur le podcast. J'amène son opinion à elle et je me positionne. Puis après ça, les gens font bien le choix qu'ils veulent par rapport à leur valeur à eux, le temps qu'ils ont à mettre, leur intérêt aussi pour leurs finances.
Mais pour revenir à ta question, Oui. sur les consultations, je dirais plus de l'accompagnement. OK. Puis ça, je fais ça parce que je fais ça dans mon travail. Mon expertise à l'université, c'est de l'accompagnement d'enseignants et tout ça. Mhm. Puis c'est un besoin qui a émergé quand j'ai commencé à faire le podcast. C'est le fun parce que j'ai beaucoup de retours des personnes auditrices. Puis il y a des gens qui me posaient beaucoup de questions. Puis la année, je leur disais, ben là, tu sais, je reçois 15-20 courriels de questions par semaine. Moi, déjà, faire le podcast, c'est beaucoup de temps, tu sais, dans ma semaine avec oui. ma job de prof puis mes oui. enfants, mes jeunes enfants. Mm. Fait que je leur disais, ça me dérange pas, mais accumule tes questions. Puis on va se rencontrer, puis on va jaser comme si on prenait une bière ensemble, mettons. C'est un peu ça, là. Puis tu me poses tes questions, je te réponds. Puis je leur dis clairement au début que je ne suis pas un professionnel, j'ai aucune accréditation. Je suis juste quelqu'un avec qui tu viens jaser, puis on fait ça en 50 minutes au lieu de prendre ici et là des soirs où je te réponds en 30 minutes par courriel, c'est pas clair. Ouais. Fait que c'est vraiment ça que je fais avec ces personnes-là. Puis dès que je suis pas capable de répondre à une question, je leur dis, ben va vers un professionnel. Tu sais, quand ils me parlent de retraite, quand ils me parlent d'investir à leur place, je suis comme, non, tu sais, je peux pas faire ça. Là va voir un professionnel. Lui, il va pouvoir te guider puis investir ton argent pour toi. Là. Fait que oui, je fais de l'accompagnement, mais ça a ses limites. Là. Tu sais, c'est vraiment pour les gens qui souhaitent. Tu sais, souvent, c'est des trucs de base. C'est juste pour, je leur dis, enlever le brouillard initial. Là. Ouais. Moi, ce qui m'empêchait d'investir au début, c'est que ça me semblait être une montagne là, impossible à escalader. Là. D'acheter une action sur une plateforme de courtage, je ne savais pas que c'était possible. Même si j'avais un doctorat, je me disais, ça doit trop être compliqué. Mais un coup que tu as découvert que, Colin, c'est simple là, à faire. La gestion des émotions, c'est autre chose, là, de ne pas vendre ou de ne pas acheter n'importe quand. Mais l'action d'investir dans des FNB indiciels passifs ou quoi que ce soit, d'aller sur ton compte de courtage, de cliquer puis d'acheter, je veux dire, c'est pas compliqué. Fait que ce que je fais avec les gens souvent, c'est qu'ils me disent, ben là, je suis prêt à investir de façon hybride avec mon conseiller, mais je veux commencer à investir des petits montants moi-même sur Disney, par exemple, mais je sais pas en tout comment faire. Ben, on prend un 20-30 minutes, puis je leur dis, ben voici, tu cliques là, tu écris le symbole, ça apparaît, tu choisis. Fait que c'est vraiment plus de la poutine quotidienne, là, qu'on jase ensemble, des petites questions faciles, mais dès que ça va plus dans de la planification financière, fiscale, retraite, héritage, je suis comme non, là, là, je peux pas aller là. Je peux te dire ce que moi je connais, mais après ça, il faut que tu fasses appel à un professionnel, bien sûr. Je suis content que tu parles de ça, des professionnels, parce que moi, c'est sûr, je fais la promotion des professionnels jusqu'à un certain point. Oui, tout le monde peut faire des investissements par des comptes de courtage en ligne, puis normalement, ça va quand même assez bien, c'est assez simple. Mais toutes les autres sphères de la planification financière, ben ça, c'est pas donné à tout le monde. Là, quand tu commences à parler de succession, puis de planification, etc., ta fiscalité, là, c'est certain on déborde un peu. Et dirais-tu que toi, du côté autonome, tu y crois pour les investissements autonomes, puis d'avoir un bon comportement, puis de penser à long terme. Mais au-delà de tout ça, c'est un peu ce que tu dis, c'est que lorsqu'on fait le paravent ou peu importe l'éventail des différentes points de la planification financière, vitement, d'abord, ça t'intéresse peut-être même pas, ou vitement, tu vas dire, ben ça, évidemment, ça dépasse certes tes compétences, mais aussi même tes champs d'intérêt. Donc, c'est plus, toi, la bourse, l'investissement, la mécanique que t'aimes, puis qu'au-delà de ça, tu recommandes d'aller vers des conseillers dûment inscrits à l'autorité des marchés ou à la Chambre de la sécurité financière, par exemple. En plein ça. Puis, tu sais, moi, je suis passionné de fiscalité. Tout ce qui touche la finance, maintenant, je suis passionné. Fait que, tu sais, moi, de voir la répartition idéale, penser déjà à comment je vais léguer l'argent à mes enfants. Je commence à penser aux stratégies, mais pour moi, pas pour les autres. Okay. Mais ce que je trouve, mettons qu'on parle des professionnels. Oui. Justement, ce matin, je faisais la partie 2 du livre de Carmen Kong et elle dit qu'il y a 2% des gens qui seraient capables d'investir de façon autonome. Puis là, ce que je dis ce matin, c'est je pense qu'on peut augmenter ce pourcentage-là. Je pense que si à travers ton podcast, mon podcast, des livres, notamment ce qu'elle a fait de façon magistrale, là, mais je pense qu'on peut augmenter ce 2%-là pour s'assurer que les gens conservent un peu plus leur patrimoine. Ce que j'aime moins, c'est que je pense qu'il y a on parle de professionnels. Moi, je suis d'accord, là, je rencontre des gens. Moi, c'est facile pour moi d'investir de façon autonome. Je ne suis pas stressé pantoute. Ça va descendre de 60% demain. Je dors bien, j'y pense même pas, mais c'est pas tout le monde qui est le même. Puis je m'en rends compte avec justement les gens qui m'écrivent.
François Trahan, écoute, il dit qu'il y a un apocalypse qui s'en vient, puis j'ai 20 courriels de gens qui m'écoutent pourtant, puis qui savent que l'investissement, c'est à long terme, puis qu'il y a de la fluctuation, de la volatilité, il y a du bruit, il faut l'ignorer. Fait que même quand tu as les connaissances, les émotions, c'est autre chose. Fait que ces gens-là, je suis 100% d'accord qu'ils ne doivent pas investir seuls. Ils peuvent l'essayer, puis ils vont voir rapidement peut-être qu'ils ne sont pas faits pour ça. Là, il faut qu'ils aillent vers un professionnel. Là où j'ai de la difficulté, c'est que dans mon entourage, il y a plusieurs personnes, je trouve, qui n'ont pas un bon... Là, j'ai pas le bon terme, là, c'est conseiller en épargne collective ou bref, je dis conseiller financier, je sais que c'est pas le bon terme, mais il y a plusieurs personnes, je trouve que quand ils me racontent leur histoire, ils sont très mal conseillés. Ils n'ont pas parlé à leur conseiller depuis 4 ans. Ils ont des fonds communs à 2,7 %. Quand ils posent des questions, ils se font répondre de façon presque de la désinformation, juste avec du jargon pour qu'ils ne comprennent pas. Puis là, ils reviennent vers moi, c'est des amis, là, fait qu'on se parle. Puis là, je dis, t'as-tu posé ces 3 questions-là? Oui, ils me répondent ça. J'ai dit non, c'est pas vrai qu'il ne peut pas te donner de FNB. Puis c'est pas vrai que le rendement va être inférieur. Regarde les chiffres. Fait que ça, je trouve ça dommage. On dirait que le système... Il y en a qui sont excellents à travers ça. J'en connais qui sont excellents, puis c'est par ceux-là que j'envoie les gens maintenant. Va poser tes questions à cette personne-là, paye-la à l'heure au pire. Mais je trouve que le système a longtemps été, on dirait, mal fait. Puis je viens pas de ce système-là. Toi, tu viens, tu vas peut-être pouvoir me répondre après, là. Puis je trouve que peut-être que là, ça semble s'améliorer un petit peu. Je vois des gens qui proposent des FNB, mais je vois des gens également que quand tu poses des questions, on dirait que tu n'as pas le droit. Fait que puis il y a des gens qui sont dans cette situation-là là, qui se sentent mal presque de poser des questions à leurs conseillers parce qu'ils sentent un malaise, comme s'ils remettaient en question les choix de leurs conseillers. Mais tu sais, au bout du compte, c'est ton argent à toi. Fait que tu pourrais poser 20 questions, tu as le droit, puis s'il est tanné, ben, t'enverras vers quelqu'un d'autre, puis l'autre profitera de ton patrimoine sur 30 ans. Fait que c'est juste cette nuance-là. J'envoie les gens vers les professionnels, mais je les invite en fait à poser les bonnes questions pour t'assurer que tu fais affaire avec une bonne personne. Pas juste quelqu'un qui est gentil, là, qui prend des nouvelles de tes enfants puis qui jase pendant 30 minutes de d'autres choses que ton portefeuille. Vraiment quelqu'un qui connaît ça puis qui a à cœur ton patrimoine, tes choses. Puis pour ça, c'est pas si évident, je pense, à trouver. Puis c'est pour ça que j'essaie d'en trouver pour ensuite, puis ça, c'est pas, je suis pas payé pour ça, là. Ensuite, envoyer mes auditeurs vers ces personnes-là que je pense qui offrent notamment des FNB indiciels, qui appellent leurs clients au moins une fois par année minimum, puis qui sont ouverts également à changer leur approche, là, à être là pour leurs clients. Là. Fait que c'est plutôt ça mon petit frein avec les professionnels. Mais je suis certain qu'il y en a des bons à travers tout ça. Mais c'est sûr que moi, les histoires que je reçois, c'est des gens qui ne sont pas satisfaits. Fait que c'est tout le temps avec des conseillers qui n'ont pas fait leur travail. Oui, puis on pourrait faire un parallèle avec plein d'autres professionnels aussi. Il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Mais j'ai remarqué que ceux qui étaient moins bons, c'est qu'ils sont moins bons par rapport à la situation de la personne en question, du client en question. Puis je m'explique là-dessus. D'abord, il y a de moins en moins de conseillers. Et tout le monde en cherche, là, surtout les institutions financières et tout ça. Je dirais que des top conseillers se retrouvent dans des boîtes, puis là, c'est sans prétention, mais dans des boîtes comme moi j'étais, où on va trier sur le volet certains conseillers qui vont s'affilier à cette bannière-là, puis que ce sont tous des gens d'affaires incorporés. Moi, j'avais un cabinet incorporé, une business, avec adjointe et équipe et toute la patente, puis tout ça. Moi, j'avais vraiment intérêt à ce que tout le monde soit content parce que je portais 2 chapeaux. J'étais inspecté pour cabinet, puis j'étais inspecté comme conseiller. Fait que là, c'était beaucoup de pression, puis tout ça. Mais c'était complètement différent, ma réalité, comme conseiller, que celui ou celle qui est à l'institution financière du coin de la rue. C'est certain, on avait vraiment 2 réalités différentes. Fait que la même personne qui a 100 000 à investir, qui venait me voir, ou qui va voir le conseiller du coin de la rue, un petit peu, je pense que c'est moi qui ai fait un petit bruit, je vais fermer le... à ce moment-là, il va avoir 2 réponses différentes, parce que le conseiller du coin de la rue à l'institution financière, la banque ou la caisse, il y a peut-être juste 1 heure à passer avec le client, puis après ça, il y en a un autre qui arrive, puis qui envoie peut-être 20-25 dans la semaine. Moi, je voyais 1 ou 2 clients par jour, et on allait dîner, et on allait, c'était une approche qui est complètement différente. Sauf que, là, on parle, mettons, quelqu'un qui avait 100 000 pour 100 000. Mais quelqu'un qui arrivait, là, avec 10 000, avec 15 000, là, moi, je pouvais plus le prendre. Je suis pas capable de payer mon loyer avec ça. Je suis pas capable de payer mes frais, mes permis, mon équipe. Je suis pas capable de couvrir mes frais. Je pouvais plus le prendre. Fait que là, soit que je souhaitais
Même j'ai montré à des gens comment faire du courtage direct parce que je ne pouvais pas les prendre comme clients. Ou sinon, je les envoyais vers une institution financière. J'ai une bonne amie qui travaille dans des banques, puis j'ai des amis aussi dans les caisses. Puis là, il faut les trouver. Puis on parle de gens qui sont constants, là, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis tout ça, là, c'est pas des fly-by-night qui vont être là 2-3 mois, puis après ça, quand tu vas rappeler, c'est plus la même personne qui a ton dossier. C'est ça qui se passe dans les caisses puis dans les banques. Souvent, on a des jeunes étudiants qui arrivent comme fraîchement sortis du bac en finance, puis après ça, ben ils s'en vont dans le courtage indépendant, ou ils s'en vont des fois se rattacher autonomes avec des boîtes d'assurance, etc. Puis moi, j'avais des collègues, là, qui faisaient juste de la grosse police d'assurance à côté, mais les placements, eux autres, ils connaissaient pas ça. J'en avais d'autres, eux autres, c'était des gars de bourse, personnellement, puis quand ils parlaient de bourse avec leurs clients, ils étaient extrêmement à l'aise d'aller vers peu importe les différents produits, ou parler d'FNB ou quoi que ce soit. Mais il y avait, chacun avait un peu son... Il y en avait qui étaient... Eux autres, c'était la succession. Bon, mais la succession, on va voir Paul. Écoute, lui, il fait juste ça, journée longue, il fait des successions, il monte des plans successeurs. Ah, tu sais, je veux dire, c'est lui. Fait que là, avec l'équipe, on se rendait compte qu'il n'y en a pas un qui était à l'aise avec tout. Puis il y a quand même 7 sphères de planification financière. Alors, selon le besoin de chacun. Mais évidemment, si quelqu'un a juste 5 000 à placer, ses besoins sont assez limités. Il finit par aller à l'institution financière. Là, à ce moment-là, il est peut-être aussi bien d'apprendre justement avec du monde comme toi, de faire de l'investissement autonome, puis d'apprendre, puis de comprendre, puis qu'éventuellement, avec des notions, ça peut être intéressant pour un conseiller d'expérience, même si la personne n'a pas beaucoup d'argent, mais qui arrive avec des notions, avec un bagage, puis il comprend. Fait que là, toi, comme conseiller, tu vois le potentiel. Tu te dis, Chris, lui, là, tantôt, ça va être 50 000, puis 100 000, je vais administrer à l'âge qu'il a, là. Là, il a compris comment ça marche. Fait que là, c'est encourageant pour le conseiller. Puis là, tu dis, ben, il y a sa famille, son père travaille dans le domaine. Puis là, comme conseiller, tu dis, ben, là, je vais peut-être pouvoir avoir la famille au complet. Il attend des enfants, il va avoir des réalités, il va avoir... Puis là, tu penses à long terme comme conseiller. Puis là, tu peux y monter un plan. Tu sais, puis c'est sûr qu'il manque des conseillers partout. Puis, ce qui c'est dommage, c'est que justement, les petits épargnants ou les petits investisseurs, ben là, ils s'en vont vers le courtage en ligne parce que souvent, ils n'arrivent pas à trouver des conseillers qui vont pouvoir les prendre en charge. Fait que c'est dommage aussi. Il y a quand même une pénurie Puis le monde ordinaire, ils savent pas comment ça marche. Tu sais, tu peux avoir 10 conseillers. Je finis là-dessus, mon laïus, là. Tu peux avoir 10 conseillers, puis t'as parlé que la voix est revenue, je parle plus. Ben, il n'y en a pas un des 10 conseillers qui a la même réalité. Même pour quelqu'un des gens qui nous entendent, qui voudraient devenir conseiller. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir conseillers, qui écoutent les podcasts comme on fait, là. Parce que ça leur donne de la viande, les autres. Mais là, tu dis, il y a différentes sphères, là. Il y a tellement différentes sphères. Puis là, après ça, quel titre qu'il a? Tu sais, il peut être planificateur financier, mais il n'a pas le droit de te parler, il n'a pas le droit de te proposer des produits d'assurance puis des produits d'épargne collective parce qu'il n'y a pas ces permis-là. Fait que là, c'est un autre qui prend le relais. Il peut te faire un plan successoral, mais après ça, tu pars avec ça, tu t'en vas-tu voir ton comptable, t'en vas-tu voir un autre conseiller, t'en vas-tu voir... Tu sais, fait que... non, c'est assez complexe. Puis on peut comprendre que les gens, à un moment donné, ils disent, ben, fuck off, je gagne l'argent que je gagne, puis il m'en reste plus de toute façon pour vivre. Puis le message que moi, je laisse ici des fois aux gens qui écoutent le podcast, t'es un bon exemple, c'est que tu fais des bons revenus. Et moi, je faisais des bons revenus. Là, j'étais à la retraite, ça fait moins, mais en tout cas, on gagnait bien notre vie, on gagne bien notre vie. Fait que ça t'a permis, tu as mentionné tantôt, c'est à 26, 27, 28 ans, que là, avec des bons revenus, parce que tu as étudié longtemps puis que tu as une valeur sur le marché, évidemment, c'est pas n'importe qui pourrait prendre ta job demain matin, ben là, tu étais capable d'avoir ce qu'il fallait pour commencer à investir. Il y en a qui vont dire, ben lui, il est chanceux, tu sais, il gagne dans les 6 chiffres, c'est normal, il peut investir. Mais là, ce qu'on dit à des jeunes, des fois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, puis je te redonne la pote là-dessus, c'est que augmenter sa valeur, ça peut être sa valeur financière, sa valeur nette, peu importe, mais ça peut être sa valeur personnelle aussi. Et dirais-tu que des fois, ça peut être un foutu bon conseil de retourner aux études puis d'augmenter sa valeur sur le marché, même s'il veut devenir un homme d'affaires, un travailleur autonome, qu'importe, pas obligé d'avoir trouvé une job 9 à 5, mais d'aller à l'école, ça peut être université, oui, mais ça peut être un autre... Et d'augmenter sa valeur à tous les égards, et non pas juste financièrement, mais au niveau de l'académie, au niveau de ce que tu vaux sur le marché, puis tout l'avenir, là, hein, l'intelligence artificielle, c'est facile à dire, là, tout le monde parle de ça. Mais tantôt, est-ce que ton emploi va encore exister? Là, je parle pas à toi, mais je parle aux gens qui... Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a de l'avenir là-dedans? Est-ce que... Tu sais, fait que là, il y a ça aussi à planifier dans la vie d'un jeune.
c'est quand même, moi je respecte ça, c'est quand même beaucoup de stress pour les jeunes de planifier sa carrière professionnelle tout en planifiant sa retraite. Imagine-toi à 20-25 ans, comment tu penses pas à ça? Et d'enligner ses affaires parce qu'il va peut-être tomber en amour, puis est-ce qu'il va avoir des enfants ou pas? Puis de s'acheter une maison au prix qu'ils sont rendus. Je sais pas c'est quoi la question au bout du compte, mais je te relance là-dessus. Est-ce que tu trouves que la charge est quand même assez élevée chez les jeunes? T'es quand même pas vieux, puis il y a pas longtemps, t'étais un jeune toi aussi. Trouves-tu que la charge est plus tough qu'avant? Je me pose encore la question. Je suis pas certain de la réponse, sérieusement, parce que des fois, d'une génération à l'autre, on a toujours un peu nos bouts de dur. Mais là, présentement, je trouve qu'il y a un carrefour avec beaucoup de trucs à gérer. Pat, tu parles avec un gars qui a un déficit d'attention, fait que je me suis pris des petites notes à travers ta question pour pas me perdre. Je te comprends très bien. Je peux-tu te taquiner un petit peu? Oui. On a-tu le droit? On est-tu... j'écoute beaucoup ton podcast avec mes filles, comme je te disais. Ceux qui ne le savent pas, mes filles ont 5 et 8 ans. Puis j'écoutais ton podcast. Mes filles adorent écouter des podcasts et finances, bien sûr. Puis ils disaient, il parle beaucoup le monsieur, papa. Là, quand j'ai dit que j'allais dans ton podcast, ils m'ont dit, tu vas-tu être capable de parler? Là, j'ai dit, ben oui. Puis là, à date, ça allait bien. Puis là, t'es parti dans ton petit laïus et je dis, hop, là, ils vont rire de moi, mes filles. On vous salue, les filles. On donne pas le prénom, mais on vous salue. Ouais, c'est parfait quand tu parles comme ça. Moi, j'adore ça quand je t'écoute, il n'y a pas de problème. C'est à ton tour. Il n'y a pas de stress. Je réponds à ta question, mais après, je vais refaire un petit bond en arrière avec les conseillers. Je me suis mis ça en jaune là, pour pas qu'on oublie, là, mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais. Mes revenus. Donc, tu dis que je faisais des bons revenus, un peu comme toi à l'époque. Mm-hmm. Puis en passant, ceux qui veulent découvrir mon podcast, là, je fais des bilans super transparents, là. 4 fois par année avec mes chiffres, dans quoi j'investis. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... C'est un peu pour ça que je suis anonyme aussi pour l'instant. Je veux pas que mes 200 étudiants à chaque année connaissent tous mes chiffres encore. Un jour, je serai plus mal à l'aise de ça, mais pour l'instant, il y a un petit tabou encore de ce côté-là. Il reste ça à tasser. J'en ai pas avec mon entourage, mais mes étudiants, ça me gêne un petit peu plus encore. Je comprends. Fait que c'est pour ça que je suis anonyme. Là, au début, tu te posais la question avec ton auditoire, mais c'est pour ça. Fait que, bref, j'ai un bon revenu. Tu posais la question, augmenter sa valeur et tout ça. Je pense que c'est important, mais je pense pas. Puis ça va peut-être surprendre parce que j'ai fait un postdoc, là, mais tu disais, est-ce que c'est important les études pour augmenter la valeur? J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont augmenté leur valeur autrement qu'avec les études. J'ai des gens qui ont super bien réussi avec un secondaire 5, d'autres avec une technique. Il y en a qui ont bien réussi, qui sont à l'université. Je pense que ça dépend des compétences de chacun. Je pense pas que c'est automatique. Ça t'ouvre des portes, bien sûr, mais je pense pas que c'est automatique. Je pense que oui, c'est super important de développer ta valeur, mais si toi, la façon de développer ta valeur, le chemin idéal, c'est pas l'école, ben, je pense que tu peux le faire autrement. L'important, c'est que tu le fasses. Pas que tu perdes ton temps dans les années charnières, là, adolescent, jeune adulte, à pas développer ta valeur. Si t'aimes pas l'école, c'est correct, t'es pas obligé d'aller à l'université, mais développe-la d'une autre façon pour justement, comme tu dis, être en mesure à m'amener d'arriver dans 3 chiffres. Puis tu sais, dans 3 chiffres, là, c'est plus le 100 000 qu'il y avait à ton époque, j'imagine, quand tu avais 25 ans. Là. Ça vaut plus la même chose maintenant. Là. Fait que oui, augmenter la valeur. Est-ce que l'école, c'est le chemin absolu? Je crois pas, parce que moi, j'ai commencé à faire des revenus à 29 ans. Là. Fait que si quelqu'un développe sa valeur à 19-20 puis qu'il réussit à faire des bons salaires puis qu'il investit parce qu'il a développé sa littératie financière, il était déjà millionnaire quand moi, je commence à faire mon premier 100 000. Là. Fait que je pense que c'est une des voies. C'est peut-être pas la seule. Puis j'aurais pu faire un postdoc, puis ne pas prendre soin de mes finances, puis pas être capable de mettre de l'argent de côté non plus. Fait oui, c'est vrai. Je pense que c'est plusieurs choses. Puis il y a plein de gens éduqués autour de moi à l'université là, qui font des bons salaires, puis qui n'ont pas d'actifs nets. Là. Fait que c'est pas nécessairement... L'éducation n'amène pas la bonne gestion financière, loin de là, je pense. Ta dernière question, c'est est-ce que je ressens une charge élevée comme... tu as dit jeune, là, j'ai quand même 34. 34, ouais, c'est ça, je suis mélangé avec mon âge, j'ai 34. Fait que... La charge élevée, moi, honnêtement, je la ressens pas, mais j'ai une personnalité comme ça aussi. Tu sais, ma blonde, elle ressent une certaine charge, mais moi, j'ai une personnalité assez easygoing. Là, comme j'aime ma job, j'adore ma job. Enseigner, c'est ce qui me passionne. Mes finances, ça va. J'adore le sport, je bouge à chaque jour. Fait que, tu sais, la charge élevée en ce moment, j'ai été chanceux aussi. Là, tu sais, ma mère m'avait appris à épargner, pas à investir, mais à épargner. Fait que, j'ai payé mes chars toujours cash, jamais de dette. J'avais une mise de fonds de ma maison. Fait que, un coup que j'ai découvert l'investissement à 28-29 ans, j'étais déjà en bonne position.
sais, j'avais pas de dette d'études, mon hypothèque est super raisonnable, et mon char était payé, fait que je suis pas parti en retard, mettons. OK. Quand j'ai découvert ça, j'avais un bon salaire, puis je pouvais déjà partir à zéro, puis augmenter mon actif net au lieu de partir à moins 60 000 avec des dettes d'études, un char. Fait que je ressens pas une charge élevée, mais oui, autour de moi, puis là, je ne veux pas parler pour une génération complète, là, mais tu sais, j'ai des gens autour de moi que justement, avec les taux hypothécaires qui montent ces temps-ci et tout, ils ressentent une certaine pression. Mais je pense que quand tu t'organises, tout le monde est dans des situations différentes. Il y en a que leur salaire permet juste de survivre, puis je comprends très bien ça, puis c'est correct. Mais il y a des gens qui se mettent dans la merde tout seuls aussi, là. J'ai des gens qui gagnent 120 000, des amis depuis qu'on a 18 ans, sont sur la construction, des gros salaires, mais ils ont zéro actif net. Puis il y en a quelques-uns depuis que j'ai parti de podcast. C'est ça qui est le fun avec le podcast. Là. Des gens autour de moi qui me jasent de finances, qui ne le faisaient pas avant, puis ils ont amélioré leur situation. Tu sais, la personne que je vous parle, c'est un très bon ami. Puis il était dans les dettes, construction depuis longtemps, des gros salaires. Puis là, ben, depuis que le podcast a commencé, depuis un an et demi à peu près, ben, il réussit à mettre 200$ sur 2 semaines de côté, qu'il ne faisait pas avant en remboursant ses dettes. Fait que, tu sais, je pense que c'est des choix aussi. Il y a des gens qui ressentent une charge élevée, mais peut-être parce que ça fait 10 ans qu'ils font des mauvais choix financiers. Il y en a que c'est pas à cause de ça, ils ont juste eu des imprévus, puis ça arrive. Fait que je pense que la charge élevée est propre à chacun selon les choix que tu fais, là. Moi, je dis souvent qu'il y a de l'argent qui traîne dans les impôts, puis il y a de l'argent qui traîne dans les intérêts qu'on paye dans une année. Et en moyenne, ce que je voyais, en pratique, on avoisinait le 20 000, des fois même 25-30 000 là, en impôts et en intérêts. Là, tu me diras, ben les intérêts, probablement qu'on pourrait quasiment les éliminer, mais des fois, il y avait la maison là-dedans. Fait que tu prends un toit, là. Mais là, je dis tout le temps, on a ça comme marge de manœuvre. Il y a de l'argent disponible là-dedans, là. Fait que là, comment on va chercher de l'impôt? Puis comment on va minimiser des intérêts? Puis on listait l'endettement. Puis des fois, je cogne sur le clou en disant que s'endetter pour du luxe, tu sais, c'est vraiment de la merde. Je dis pas de pas se gâter puis de pas s'acheter mais tu sais, du luxe, par définition, c'est du superflu. Or, si tu t'endettes pour acheter du superflu, déjà là, il y a un comportement qui fait que des fois, on sait quand quelqu'un sera jamais riche parce que son comportement, ses habitudes, ses émotions, puis tout ça. Puis je dirais que c'est un des plus grands problèmes pourquoi les gens sont pas riches, parce qu'on est on est des bêtes d'habitudes, d'émotions, puis nous autres, on est peut-être plus cartésiens. Le fait qu'on soit plate, c'est ça qui fait qu'on est chanceux, c'est qu'on est plus frugal aussi. On a moins besoin de s'exciter le cerveau parce qu'on est peut-être un petit peu plus dans le concret, puis tu sais, nous autres, peut-être les vraies affaires nous animent plus que des choses trop, des feux d'artifice, bref. Puis c'est là que je constatais. Et tu parles de quelqu'un qui gagne, par rapport à l'impôt, tu parles de quelqu'un qui gagne 120 000, exemple, dans la construction. C'est sûr que quand tu enlèves le CCQ, puis tu enlèves toutes les choses, puis tout ça, puis il reste 74 863 par année. Mais il y a quand même du jeu. Il peut quand même aller chercher quand même beaucoup d'impôts qui traînent avec des REER, par exemple. C'est intéressant dans ces revenus-là pour des REER, comme les revenus que toi, tu génères, c'est intéressant aussi, les REER, etc., parce qu'on va aller rechercher de l'argent qui traîne de l'impôt. Après ça, on peut aller avec des jeunes enfants, aller récupérer des allocations. Tu le sais, tu as des jeunes enfants. Il y a beaucoup d'argent là-dedans qui peut être une petite marge de manœuvre, et souvent, les gens ne réalisent pas comment ils vont payer autant d'intérêts dans une année, autant d'impôts, autant... Et je crois que lorsque c'est possible de s'endetter, parce qu'avec des gros revenus, je parle à des gens qui gagnent moins, là, avec des gros revenus, c'est quand même assez facile de s'endetter. Moi, je suis convaincu que tu vas au concessionnaire, puis tu vas sortir de là avec un char de 120 000, puis ça va marcher, là. Tu sais, c'est assez facile. Mais en même temps, après ça, tu vas être pogné à la gorge. Fait que, dans le fond, toi ou les autres, ou ceux qui ont des fonds de pension, qui ont des gros salaires, qu'est-ce que tu leur dis? Pourquoi investir pour la retraite alors que de toute façon, ils ont un fonds de pension, puis présentement, ils aiment ce qu'ils font, ils vont le faire longtemps, il y a des bons salaires pour aussi bien de profiter de la vie. Pourquoi tu n'as pas cette attitude-là, toi? Hey, honnêtement, c'est dur de répondre à cette question-là parce que j'aime pas ça dire quoi faire aux autres, honnêtement, parce que tout le monde est... Ben, parle pour toi. Tout le monde, ben pour moi, en fait, moi, c'est facile parce que tu disais tantôt... on est plates, là, les deux. En fait, moi, c'est plutôt que j'ai des passions qui coûtent pas cher, puis je pense que je suis chanceux pour ça. Tu sais, moi, je pourrais jouer au tennis tous les matins, puis être heureux le restant de ma vie, là, puis travailler après, puis j'ai pas besoin de faire de la moto ou faire du bateau ou du... Tu
Tu sais, l'ami que je te parlais justement, mais tu sais, lui, il est passionné de moto. Fait que c'est sûr que ça coûte plus cher sa passion que moi m'acheter une raquette de tennis aux 2 ans. OK, ouais. Puis, tu sais, aller jouer dehors avec une coupe de balles, puis ça coûte rien jouer sur le terrain. Fait que je pense que pour certaines personnes, c'est plus difficile, tu sais, investir. Puis tu sais, l'idéal, c'est faire des virements automatiques. Là. Tu sais, ton 10% il part, tu le vois plus. Puis c'est ça que mon ami a fait, puis là, il le voit même plus passer. Là, mais cette première étape-là, un coup qu'il a fait, là, il a appris à vivre sans ça. Puis là, il ajuste son train de vie autour, ses passions, en fonction de ce qui reste. Mais souvent, les gens vont de l'autre sens. Tu sais, ils vont dépenser, puis à la fin, il reste plus rien. Puis t'es même, comme tu disais, tu sais, sont même endettés. Fait que, tu sais, moi, pourquoi j'épargne? Moi, mon objectif, pourquoi j'épargne pour la retraite, c'est même pas pour moi. C'est que je trouve que ici au Canada, on est choyé, puis je suis heureux avec pas grand-chose, moi, en fait. Puis j'ai pas besoin de me créer des besoins supplémentaires. Puis je me dis, pourquoi j'en profite pas pour en donner un peu plus à mes filles que ce que mes parents m'ont donné? J'ai rien manqué, là. Ouais. C'est juste que je me dis, je peux-tu faire un pas de plus? Puis exemple, quand mes filles, s'ils veulent se partir une business à 25 ans, je peux leur faire le prêt sans sourciller parce que j'ai réussi à développer un patrimoine que je vais pouvoir le léguer, puis en espérant que celle-ci puisse ensuite le léguer à leurs enfants. Tu sais, commencer... Moi, mon objectif, c'est ça, commencer un certain patrimoine générationnel pour que les gens, après, n'aient pas de contraintes financières, sachant que les générations qui s'en viennent, juste s'acheter une maison, ça va être plus compliqué. Fait que si je peux développer leur littératie financière, assurément, là, je ne vais pas leur donner de l'argent juste pour leur donner de l'argent. C'est vraiment pas ça que je dis. Mais au moins, mettre des bonnes bases. Là. C'est pour que ma génération, les prochaines, puissent partir. Moi, c'est mon objectif. Oui. J'ai des amis qui disent, mes enfants s'organiseront, je vais payer la bouffe, puis je vais m'occuper d'eux, mais après ça, ils s'organisent. Moi, j'ai appris tout seul, puis c'est correct aussi. Moi aussi, je suis parti en appart, j'ai tout payé, oui. Puis c'est bien correct. Je trouve que c'est bien de le faire aussi. Mais c'est ça, je dirais. Je pense que tout le monde est différent. Moi, c'est mon objectif, mais peut-être que mon ami, c'est différent. C'est pas nécessairement pour toi. C'est ça, je pense que l'important, c'est de te fixer tes objectifs. Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Si tu n'as pas d'objectif, tu n'auras pas le goût d'épargner. Fait que c'est clair. Puis s'il y en a qui disent, moi, je m'en fous, je vais vivre au jour le jour. C'est un beau message. C'est bien correct. Oui. Mais après, viens pas chialer. Tu sais, dans 10, 15, 20 ans, si moi, je peux faire 3 voyages par année à retraite, puis découvrir, puis faire des sorties, aller voir des spectacles, puis toi que t'es pogné chez vous, là, je chiale pas après le système, je chiale pas après la RRQ qui est pas assez élevée ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, on est responsable de ses choix aussi, là. Je vais te poser une drôle de question. Dirais-tu que le fait que tu sois heureux t'économises beaucoup? Ça te coûte moins cher? Clairement. Ça te coûte moins cher? Clairement, parce que moi, j'ai pas besoin de... Puis tu sais, je manque de rien, là. Je suis pas frugal. Je dirais que je suis économe, mais je suis pas frugal. Tu sais, j'ai un char qui m'a coûté 35 000. J'ai une belle maison, elle est trop grande pour rien. Okay. Tu sais, mes filles, ils manquent de rien. Là. Ils font du sport en masse, je joue à des... C'est juste que moi, ce que j'aime, c'est, mettons, tu vois, la semaine passée, j'ai invité des chums, soirée poker, jeu de société. Tu sais, ça coûte 3-4 bières de microbrasserie. Ça coûte 20$ ta soirée, 10$ t'as perdu au poker. Ouais. La soirée coûte 30$. Ça coûte pas 200$ au bar. Elle coûte pas... Fait que, oui, je suis chanceux, là. J'ai des trucs qui, moi, me rendent heureux, qui coûtent pas cher. Il y en a que c'est voyager, ça coûte plus cher. Moi, voyager, je suis stressé. Tu sais, je fais plein de conférences partout dans le monde, Finlande, Suisse. Mais ça me stresse, tu sais, je suis pas relax quand je voyage. Fait que tant mieux, ça me coûte pas ça. Fait que c'est ça. J'ai des passions qui coûtent pas cher, mais je comprends que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais oui, je suis heureux avec pas grand-chose. Puis je pense que on se crée nous-mêmes des fois des besoins. Mais c'est psychologique. Ensuite deviennent figés. Ouais, c'est ça. Puis on en a besoin ensuite pour être heureux. Tu sais, si je commence, mettons, tu sais, j'aime bien ça jouer à des jeux vidéo. Là. Mettons, je commence à m'acheter toujours le nouveau jeu vidéo. C'est pas un bon exemple en tout. Mais il me semble que, mettons, je me découvre une passion qui coûte plus cher. Là, on va dire voyager. C'est plus simple. Ouais. À un moment donné, c'est sûr, je vais prendre goût à voyager. C'est sûr, peut-être, je vais prendre goût à un moment donné à faire du bateau. Je vais peut-être prendre goût à faire de la moto. Mais en ce moment, j'ai pas ces besoins-là. Fait que c'est sûr, si je me les crée, tu sais, l'humain s'habitue à la luxure, s'habitue au confort. Tu sais, mettons, tu t'entraînes à chaque jour, je pense, Pat, moi aussi. Là. Oui. Si j'arrête une semaine pendant Noël là, et que j'ai pas le goût d'y retourner après. Fait que, tu sais, l'humain s'habitue à tous ces petits conforts, ces petits luxes-là. Fait que c'est sûr que si tu te crées ces besoins-là en t'endettant, après, tu n'auras plus les moyens pour continuer à les faire sans continuer de t'endetter. Puis là, ton bonheur va commencer à reposer sur tes nouveaux besoins-là.
Puis tu seras jamais vraiment heureux parce que tu vas toujours courir après ta queue pour continuer à avoir des nouveaux besoins. Alors que moi, ben, passer du temps en famille, faire du sport, des soirées entre amis, ma job, ben ça, puis gérer mes finances, c'est plate, là, mais c'est une passion, ben ça me rend heureux. Fait que j'ai pas besoin de grand-chose. C'est sûr qu'à un moment donné, puis moi, c'est mon défi en ce moment, là, apprendre à dépenser. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ben là, je vais me dire, ben OK, j'entends mon 30% de taux d'épargne. Là. Ouais. J'ai-tu besoin de me rendre à 36% cette année? Pas besoin, mais je vais me gâter peut-être une nouvelle carte graphique pour mon ordi. Je vais peut-être m'acheter plus d'équipements de hockey ou tu sais, je vais peut-être me gâter un peu plus ou gâter ma famille. Là. Mais faut pas. Tu sais, mon 20% il part automatiquement avant tout le reste. Là. Ça, c'est clair. Ça va toujours être ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'il y en a qui se créent des besoins sans avoir les moyens de se les créer. Il y en a qui... On fera pas de la philosophie à Saint-Saëns encore, mais c'est ce que j'aime bien faire. Mais bref, il y en a qui carburent quand même beaucoup au plaisir. Et à un moment donné, c'est presque de la survie à chaque jour. Les plaisirs. Puis là, je parle même pas de trucs éphémères comme l'alcool ou les drogues, peu importe. Mais des fois, c'est des petits plaisirs, les plaisirs. Puis finalement, c'était peut-être un psychologue qui aurait eu besoin pour essayer de comprendre comment ça que... Moi, j'ai toujours cru que des fois, on vient au monde heureux ou pas. Personnellement, je n'ai pas le bonheur facile. Faut que je le travaille. Puis ça n'a rien à voir souvent avec l'extérieur. Des experts vont dire ça n'a pas rapport avec l'extérieur nécessairement. C'est comment toi tu réagis avec ce qui arrive. Puis bon, tout le monde a des défis. Il y en a qui passent à travers. Il y a des peuples dans le monde qui sont dans la misère puis sont plus heureux que nous autres qui est dans son lazy boy. Ça n'a rien à voir, des fois, tu sais, un coup que tu as le confort, tu as la sécurité, souvent c'est le premier besoin de l'être humain. Mais après ça, de carburer au plaisir, c'est comme assez facile avec le crédit. En tout cas, ça l'était plus avant, peut-être. Puis à partir de là, on regarde les autres, puis tout le monde fait ça aussi. Fait que l'idée d'un sentiment d'appartenance avec nos confrères, consoeurs, tu sais, tout le monde fait ça. Ça a l'air d'être ça un peu le mode de vie. Puis là, les gens, ils aiment ça, la moto, c'est une mode de ci. Puis là, après ça, un tel achète une motoneige, puis là, t'achètes un bateau, puis là, t'achètes... Puis c'est comme... On profite de la vie, puis les réseaux sociaux nous le montrent à tour de bras. Puis là, toi, t'arrives, puis tu te dis, ben moi, profiter de la vie, jouer à des jeux de société, de m'asseoir à terre avec des blocs d'Ego, peu importe, avec mes filles, ou d'aller prendre une marche. C'est ça, les joies de la vie. Puis là, certains, ben oui, mais là, tu manques d'ambition. Mais toi ta semaine longue, t'es passionné dans ton travail. Moi, je pense que la clé, je dis ça puis je dis rien, là, mais la clé du bonheur, c'est beaucoup d'être passionné dans son travail, que ça ne soit pas une charge à tout prix puis que ça te mette en dépression, puis que tu reçois l'amour et tout ce que tu peux donner puis tout ce que tu peux recevoir avec la famille et les amis. Ça, c'est la base, à mon sens, du bonheur. Après ça, les plaisirs, ben, tu as dit que ça te stressait voyager. C'est la même chose pour moi. J'ai voyagé en masse, ça me tente plus du tout. C'est trop de stress. Partir en char, aller à quelque part, ça va. Mais prendre l'avion, moi, ça m'énerve. J'en ai pour une semaine à pas dormir. Fait que, tu sais, mais ça, c'est chacun. Quelqu'un dit, ben voyons donc, là, faut-tu... Sois donc plus ambitieux, là. Ça te tente pas d'aller au Japon? Pas en tout. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, on apprend à se connaître, puis on peut avoir des goûts moins dispendieux, puis ça répond exactement à ce qu'on veut, puis ce qu'on cherche, puis ce qu'on trouve, puis c'est correct. Puis ça a l'air que si on n'a pas fait quelque chose pendant une vie, t'arrives à la retraite, tu feras pas plus. Tu commenceras pas à faire de la moto à la retraite si t'en as jamais fait dans ta vie. J'avais lu ça, je sais pas dans quel livre. Mais bref, c'est comme tu vas continuer un peu ce que tu faisais, les mêmes habitudes. Si t'aimais pas voyager, ça se peut que tu voyages pas plus à la retraite. Tu joues pas au golf, tu joueras pas plus au golf. Il y a des trucs comme ça. Mais, à quelque part, si tu te fais une vie équilibrée, puis que nos regrets de ceux qui meurent, pas ceux qui meurent, mais ceux qui vont mourir, les mourants, les plus grands regrets, de ne pas avoir été là pour ses amis, de ne pas avoir été là pour sa famille, puis de ne pas avoir mis des priorités sur les relations, sur sa santé, de ne pas avoir pris du temps pour soi, puis de pas avoir fait confiance, de pas vivre des expériences, etc., etc. Il y a bien des affaires là-dedans qui vont coûter de l'argent aussi, mais à quelque part, on revient toujours à ces bases-là. Tous les livres en parlent de ça. Puis nous autres, on essaye de, je sais pas, des fois, de s'en aller vers des feux d'artifice. On veut vivre tout le temps des affaires big, les plus jeunes encore plus. Puis ça, c'est des plaisirs éphémères, mais si t'as pas le bonheur qui est bâti en dedans, parce que tes parents t'es peut-être pas heureux aussi, là, on part de loin. Fait que tout ça pour dire que quand tu veux dealer avec ton argent, l'argent te donne un pouvoir,
Puis là, faut que tu le contrôles avec les émotions qui t'habitent au moment où tu trouves à avoir l'argent. Puis on l'a vu avec la loto aussi, là, des gens ont gagné des gros montants, puis 3 ans après, il n'y avait plus rien. Fait que, dirais-tu que la majorité des gens, on va terminer avec ça, je sais que tu n'aimes pas les podcasts qui dépassent 45 minutes, dirais-tu que la majorité des gens ne seraient même pas capables d'administrer 1 million s'ils gagnaient 1 million demain matin? Est-ce que tu as l'impression que la majorité, peut-être 80%, ne seraient même pas capables de l'administrer? Ils seraient vraiment pris au dépourvu? Ou ils auraient envie juste de le dépenser, finalement? Ça serait ça ton feeling? Ma réponse va être courte, là, oui. Je pense que la majorité ne serait pas capable de gérer, mais si je fais un petit bond en arrière, c'est intéressant ce que tu disais. Tu parlais de un peu la comparaison sociale. Là. Ouais. Puis ça, encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. Là. Puis je pense que tu parlais de bonheur, là, justement, d'être heureux avec peu, puis là, on se compare aux autres. Tu sais, quand j'étais jeune adulte à Québec, là, adolescent et tout, j'avais un entourage de gens, on va dire, fortunés. Okay. Mes amis venaient, tu sais, moi je venais de Val-Bélair, là, j'étais pas fortuné. Ben, je reste dans ce coin-là en passant. OK. Mais ça a changé Val-Bélair, là. Oui, pareil, oui. Là. Oui. Mais tu sais, puis mon entourage, mes amis venaient plus de d'autres quartiers, puis tu sais, venaient de familles riches et tout. Okay. Puis ils flashaient tout le temps, mais j'ai jamais eu la pression. Moi, tu sais, il y avait des beaux chars, les bouteilles d'un bar, le bateau et tout, mais jamais j'ai eu le besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit. J'étais moi-même. Puis ça me suivi ensuite à l'âge adulte parce que les amis qui étaient de même, mais qu'on était connectés au niveau des valeurs et tout ça, on se parle encore. Okay. Mais moi, quand je suis arrivé à Sherbrooke, l'entourage que je me suis créé, c'est des gens qui aiment le sport, qui aiment des soirées relax entre amis et tout, à jouer à des jeux ou à rire. Ouais, fait que je pense que si tu t'entoures de gens qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, je pense que ton bonheur va être plus facile. Puis si c'est des gens qui aiment voyager, tant mieux, tu vas être heureux à voyager avec ces gens-là. Si c'est des gens qui aiment faire de la moto, tant mieux, tu vas être heureux. Fait que je pense de juste s'entourer de gens qui nous ressemblent, d'un conjointe aussi qu'on s'entend bien. Oui. Je pense que le bonheur est plus facile. Puis après ça, un coup que le bonheur est plus facile, ça devient plus facile de mettre de l'argent de côté parce que tu n'as plus besoin de créer de nouveaux besoins. Et si les gens ont le goût de se gâter dans des passions, c'est bien correct, mais fais-le après que ton 10% ait été viré automatiquement. Après ça, dépense-le au complet, ce qui te reste. Je ne tombe pas dans la psychologie parce que j'aime pas ça aller. Comme dans la finance, je ne vais pas dans ce que je connais pas. Là. Non, je comprends. Mais ça serait pas mal ça, mon message, de bien t'entourer. Puis après ça, tu vas voir que le bonheur est peut-être plus facile là, à partir de là. Normalement, d'avoir 10 passions, c'est quand même peut-être pas la norme non plus. Il y a des gens qui veulent tout essayer. À chaque mois, c'est donc, hey, je veux ça. Et là, on s'égare dans le cerveau. On a quand même beaucoup d'opportunités de s'évader beaucoup plus qu'avant. Quand je compare avec les années 70-80, fait qu'à un moment donné, les jeunes d'aujourd'hui, puis là, j'ai l'air mon oncle quand je dis ça, hey, les jeunes, mais tu sais, de s'asseoir en indien, là, je m'excuse, je vais pas faire de l'appropriation culturelle, mais on comprend la posture, puis de fixer un point, ça peut être de la méditation, certains diront c'est ça de la méditation, mais peut-être que c'est pas de la méditation, puis juste de s'arrêter, de pas avoir de téléphone dans les mains, de pas avoir un écran qui joue, peu importe, tu fais juste regarder un paysage. Plusieurs sont plus capables de faire ça ou sont pas capables de faire ça pendant même 5 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est un gros défi. Écoute, puis tu parlais de TDAH. On respecte ça parce que moi, je le suis aussi. Je suis même médicamenté pour le TDAH. Puis j'ai une santé mentale très fragile. J'ai un trouble d'anxiété généralisé diagnostiqué et tout. Okay. Peut-être c'est des relats de la guerre à l'époque quand je servais dans les forces armées, mais bref, il y a toutes sortes d'histoires qui expliquent ça. Fait que des fois, ça me permet peut-être de comprendre les gens qui sont très anxieux, qui nous écoutent, là. Puis moi, me faire dire « go, t'es capable », puis non, ça se peut que ça, je suis pas capable. Mais ma sécurité financière, elle me fait beaucoup de bien. Je pense qu'elle te fait du bien, toi aussi. Puis c'est pour nos enfants, tu l'as bien dit. Puis à quelque part, on peut pas être contre la vertu de vouloir sécuriser sa famille. Je pense que c'est la base. Parce que tu pourrais être des bars, je pense que tu as assez d'argent de côté. Quand tu fais tes bilans, tu as assez d'argent de côté pour aller faire un tour à Vegas une couple de fois cette année. Puis ça serait cool, ces réseaux sociaux. Mais tes enfants finiraient par manquer de ta présence, de un, mais aussi de sécurité, puis qu'éventuellement, ils arriveraient au cégep avec pas une crise de scène. Il faudrait qu'ils travaillent au dépanneur du coin pour payer ses cours. Puis tout ça influencerait la suite. Fait que c'est quand même assez majeur quand on y pense de mettre les priorités à la bonne place, surtout si vous avez éventuellement des enfants, vous avez une famille. Ça reste que
c'est quand même quelque chose, la chose la plus importante de votre vie restera la famille, vos amis. Le choix de conjointe que tu as mentionné tantôt rapidement au passage, mais c'est tellement majeur de choisir, disons, la bonne personne, le bon fit pour bâtir quelque chose. Ça veut pas dire que ça va durer 43 ans, mais de bâtir quelque chose autour des enfants puis d'avoir la même philosophie. Ça aussi, c'est majeur, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis à travers tout ça, ben l'argent devient un petit peu le lubrifiant social, le lubrifiant familial, le lubrifiant de la vie. Puis oui, partout où tu vas, ils t'en demandent, c'est normal, mais il y a quand même, je pense qu'il faut rester sain avec l'argent. Mais Christy, que ça en prend beaucoup pour avoir une belle sécurité financière. Puis il faut comprendre, je pense que tu es d'accord avec ça, ceux qui nous écoutent, faut comprendre que ça a une importance, l'argent, mais il n'y a pas juste ça dans la vie aussi. Fait que, en terminant, je t'invite à te publiciser, peut-être te dire tes mots de la fin normaux, où je pense que toi, tu as une cote là, que t'embarques à la fin, mais ça, tu vas le mettre sur ton propre podcast. C'est ça prend moins de temps pour le montage, mais on peut te suivre. Permets-tu de te poser 2 questions avant, Pat, avant qu'on se laisse, parce que je m'étais noté des petits trucs pour revenir en arrière. Je t'en prie. Premier élément, tu viens de dire quelque chose, puis ça a fait un déclic, là. Les enfants. Tu sais, c'est vrai que moi, en fait, c'est ce qui me poussait à prendre en main ma santé financière pour leur laisser quelque chose. Fait que je peux comprendre peut-être que si j'avais été, mettons, célibataire sans enfant, ça veut pas dire que j'accorderais la même importance à bien gérer mes choses. Fait que, puis, tu sais, ça revient avec un petit peu ce que Ramit Sethi disait dans sa série Netflix puis dans ses livres, là, tu sais. Ouais. Économise dans ce qui te rend pas heureux, puis dépense sans compter presque dans ce qui te rend heureux, mais identifie les 2-3 choses qui te rendent heureux. Tu sais, moi, c'est mes enfants, le sport, mettons, puis fait que, c'est comme tu disais, de pas avoir 10 passions. Là. Ouais. Puis l'autre chose, je reviens en arrière, qu'on parlait des conseillers tantôt, c'est loin en arrière, là, je m'excuse, mais je l'avais mis en jaune. Je pensais que c'est la chose sur laquelle on allait s'obstiner un petit peu, puis finalement, tu as dit exactement ce que j'allais dire. C'est dommage que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui commencent, ont peu de choix, tu sais, qui doivent aller vers des instituts, des fois, avec des frais de gestion faramineux, alors que ceux qui ont plus d'argent peuvent aller vers des conseillers qui souvent performent mieux et avec des frais de gestion même plus bas. Tu sais, tu vas être avec, mettons, j'en nommerai pas, là, mais tu as une institution avec 15 000 $, tu vas payer 2,7 % de frais, puis tu t'en vas avec, mettons, Giverny Capital pour nommer, parce que là, c'est positif, là, qui réussit super bien au Québec, puis tu payes 1 % de frais de gestion. Puis ils battent l'indice depuis 15-20 ans. Là. Oui. Fait que ça, puis ma seule question, c'était, tu as dit que les top conseillers n'étaient pas dans les institutions. Quand tu disais top conseillers, est-ce que c'est les meilleurs ou c'est ceux qui sont les meilleurs vendeurs? Quand tu deviens un top conseiller, c'est-tu parce que tu as vendu beaucoup de produits moins adéquats à des personnes qui n'en avaient peut-être pas besoin, ou c'est vraiment parce que tu deviens un top conseiller parce que tu es bon et tu fais bien ton travail? C'est vraiment une question. Moi, je vais te dire. Dans l'eau chaude, là, mais non. Tu es bon parce que tu vends bien ou parce que tu fais un bon travail? J'étais en réflexion comment te répondre pour justement pas me mettre dans la merde non plus, mais je vais faire attention. Mais je reviens ça en arrière, je vais faire un politicien. C'est comme si je répondais pas à ta question en te contant une histoire. Moi, j'avais des collègues, tu sais, je veux dire, puis même moi, j'avais quand même une certaine fortune ou peu importe. J'ai des collègues, tu sais, on était quand même quelques conseillers, mettons, millionnaires, en valeur, tu sais. Dans mes poches, j'avais 3,5 piastres, là, mais je veux dire, en valeur, là, tu sais. J'ai même argent que tout le monde pour vivre, mais, tu sais, bon. Ben, c'est sûr que le client qui veut transférer quelques centaines de mille de RBC à un placement XYZ ou d'avoir une gestion privée avec une approche de gestion privée, une gestion de patrimoine, puis de commencer à penser à sa succession, puis tout ça, ben, de faire affaire avec un conseiller millionnaire ou un conseiller qui sait c'est quoi avoir 500 000 de côté, c'est certain que là, c'est plus facile à comprendre. Ou un conseiller qui est incorporé, qui paye des frais fixes, puis qui fait des rapports de TPS des véhicules, puis qui fait des histoires, tu sais, il peut plus comprendre la personne qui est en affaires. Ou des conseillers qui ont une maîtrise en fiscalité, ben, tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Mais ces conseillers-là vont pas faire des plans pour du monde ordinaire. Bon. Fait que là, le monde ordinaire, il dit, y a-tu des conseillers qui sont top, des conseillers qui sont vraiment, là, disons, plutôt très indépendants, qui vont vraiment dire les vraies affaires, qui vont passer des heures? Il y en a. Mais là, comme client, votre responsabilité, c'est que vous devez être intéressant. Faut qu'il y ait un fit. Parce que là, ils font un effort. Je sais pas si vous savez, mais vous placez 10 000 avec un conseiller, il fait pas 2 000 $, là. Il va y rester même pas 100 $.
avec les frais payés, puis l'impôt, puis tout ce qui va coûter parce que c'est la même démarche de placer 10 000 que de placer 100 000, que de placer 1 million. C'est les mêmes papiers. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu segmentes ta clientèle, puis tu dis, moi, je m'adresse surtout à ce genre de client-là. Fait que le genre de client que tu es, en autant que tu sois une personnalité intéressante, c'est sûr que même moi, je peux référer, je peux vous trouver des conseillers qui ça va fitter. Puis des fois, il y a certains conseillers que je connais, il y en a un, entre autres, que je connais, qui fait des gros comptes, puis qui m'a dit, des fois, c'était du monde que, tu sais, il dit, moi, je m'en fais un défi de prendre quelqu'un à un certain point, puis de l'emmener plus haut, puis de faire... Tu sais, il aime ça. C'est un pédagogue, il aime ça il aime ça montrer, puis tout ça. Fait que lui, puis ça le ramène sur le plancher des vaches aussi, puis ça permet de pouvoir voir les réalités des gens qui sont, disons, moins riches. Fait qu'il aime ça. Fait que ça, c'est moi, je peux référer aussi. Mais quelqu'un qui part avec son bâton de pèlerin, et qui va cogner à des portes, puis qui cherche un conseiller comme ça, sans le savoir vraiment où aller, c'est aucunement simple, c'est pas facile. Puis t'as des fonds, évidemment, t'as des fonds communs à honoraires. T'sais, tous ceux qui sont moindrement riches ou en gestion privée, là, ils payent pas 2%, ils payent pas 2,5%. Là. T'sais, moi, je paye pas ça non plus. Là. C'est à honoraire. C'est à honoraire, puis souvent, en moyenne, là, mettons 1% autour de à honoraire. Fait que une fois par année, tu vas payer tes honoraires au courtier. Puis des fois, les honoraires peuvent coûter 2-3 000 $, c'est sûr. Mais si tu payes 2-3 000 $, c'est parce que tu as quand même beaucoup d'argent devant toi, là. Il y a quand même... Mais tu sais, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins qu'un fonds, un fonds, mettons, qui est à 2 points quelques, mais qui est peut-être, les gens ne le savent pas, mais c'est peut-être un fonds distinct, garanti au décès, qui va répondre très bien aux besoins de quelqu'un qui est plus âgé, puis qui veut un fonds garanti au décès pour que la succession, même si les marchés descendent, que la succession aille toute à 100%. Fait que là, il y a un frais, mais il y a un service, puis il y a une garantie sur ce fonds. Tu sais, là, il faut savoir aussi... Qu'est-ce qui est annexé à ces produits-là? Normalement, si tu payes, tu en as un petit peu plus pour de la garantie, par exemple. Fait que c'est juste de l'évaluer. Et ça aussi, probablement toi aussi, tu es capable de faire ça. C'est que moi, j'aide beaucoup des fois les gens, j'en profite pour passer le message, j'aide beaucoup les gens des fois à interpréter leur relevé, puis leur dire, regarde ici, tu pourrais dire à ton conseiller, va voir ton conseiller, puis demande-y tu sais, moi je connais les relevés, je suis capable de les interpréter, puis je les renvoie à leur conseiller, puis c'est parfait, puis ça fait du monde plus renseigné après. Fait que c'est dans ce sens-là. Il faut juste être un peu plus averti. Mais il y a plein de possibilités pour plein de monde, de plein d'investissements, mais des fois, ça prend du monde peut-être comme nous pour guider, puis de les enligner vers les bonnes personnes pour qu'il y ait un fit. OK, ben merci pour la réponse, ça m'éclaire beaucoup. Puis ça ramène à ta réponse de tantôt, de dire que peut-être que notre rôle est important. Je ne veux pas nous mettre sur un piédestal, mais les podcasts, les livres sur les finances pour essayer de démocratiser ça, pour que les gens aient un chemin peut-être plus facile de 0 à 100 000, pour ensuite peut-être faire affaire avec ces gens-là à des frais raisonnables puis avec des rendements raisonnables, plutôt que de perdre beaucoup d'argent dans ce chemin-là, puis au lieu que ça leur prenne 15 ans de le faire, si on peut les amener à le faire en 8 ans. Ben tant mieux, tu sais, fait que je pense que c'est important que les gens développent leur littératie financière. Là. Ouais, puis de découvrir le potentiel des investissements, tu sais, puis c'est pas pour me la péter, mais je regardais, c'est comme la semaine passée, j'ai fait peut-être 2000 $ à peu près, tu sais, en valeur, là, c'est sa valeur, valeur marchande, je vends rien, là, je sors à rien, c'est un placement, puis peut-être la semaine prochaine, on va vous dire que j'ai perdu 5000, là. Mais c'est juste de montrer des fois le potentiel d'un placement diversifié, qui peut t'emmener 1000, 2000, 3000 dans une semaine. Puis si j'avais pas regardé, je l'aurais même pas su. Fait que tu peux faire de l'argent sans t'en rendre compte. Puis à un moment donné, tu vas vérifier de temps en temps. Puis tu dis, bon, d'où? C'est comme là, je fais plus d'argent avec les placements que dans le temps que je travaillais à temps plein à telle époque. Ouais. Fait que tu sais, t'es rendu à un stade. Moi, je monte pas mes shorts comme toi tu fais, là. Je veux dire, moi, je fais pas les bilans. Puis je suis pas à l'aise. J'ai trop peur d'être hacké, j'ai trop peur. J'aime pas ça. Ouais, ben c'est correct, t'es pas anonyme non plus. Là, ça me fait peur. De le faire en ce moment. Ouais, je l'étais anonyme au début. Mais tu sais, c'est ça. C'est le levier. Et comment, puis t'as dit 0-100 000. Le temps que ça peut prendre pour se rendre à 100 000, ben, se rendre à 200, là, ça sera pas le même temps. Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, c'est de comprendre cet effet-là. Mais ça prend des bons revenus pour pas avoir besoin d'aller piger dans ces investissements pour faire travailler les dollars pour toi. Faut pas que tu aies besoin d'aller piger dedans. Avec quelqu'un qui fait 48 000, il a toujours besoin d'aller sortir son REER, il a toujours besoin d'aller sortir du CELI, il va jamais le bout. Il recommence à zéro à chaque année. Ben là, ça donnera pas les résultats de ce qu'on parle là, dans nos podcasts. Fait que là, c'est là où des fois, tu dis, ben, tu peux améliorer ta situation peut-être avec la source de revenus de base. Peut-être. Ça sera à voir. Mais oui, c'est sûr qu'en étant averti, plus initié, puis de comprendre comment ça marche par les différents podcasts qu'on fait,
Puis la plupart des podcasts, on va vous dire, sont vraiment intéressants. Ouais. Puis chacun a un créneau, somme toute, assez différent. Puis je pense d'y aller avec sa personnalité, comme toi, tu le fais très bien. Tu étais déjà un lecteur. C'est merveilleux parce qu'à quelque part, ça va demander moins d'efforts. C'est plus naturel. Puis moi, je suis un jaseux. Fait que j'ouvre le piton puis je fais un podcast sans préparation. Ah, ben, toi, t'es chanceux. Ben, moi, je jase. Moi, c'est mon point fort. Par contre, tu sais, je parle des fois un peu moins de bourse, un peu moins de trucs. Bon, tu sais, un autre va en parler un petit peu plus, puis c'est parfait. Puis hier, j'étais avec Pierre Couture de Cachemire, du podcast Cachemire, qu'on salue. Pierre Couture, vous allez écouter ça. Ben, lui, il va parler un petit peu plus de bourse, d'économie, de situation, au niveau de l'actualité financière. Puis c'est merveilleux. Fait qu'à un moment donné, tu trouves ton compte dans tous les podcasts que vous écoutez. Ouais. Voilà. Ben, tu m'as demandé de conclure tantôt. Je pense qu'on est rendu là. Pat, Oui. un gros merci de m'avoir reçu dans ton podcast. C'est super apprécié. J'espère que les gens de mon podcast vont découvrir le tien puis l'apprécier. Puis j'espère que les gens de ton podcast vont venir découvrir le mien pour voir mes synthèses d'un livre différent chaque semaine sur les finances puis qu'ils vont apprécier ces synthèses-là puis qu'on puisse développer la littératie financière du peuple québécois tranquillement avec tous nos podcasts puis tous les livres québécois. Je pense qu'on ça s'en va dans la bonne direction. Là. Bravo, finance fondamentale. Bravo pour toutes les réalisations et les réalisations futures. Bonne continuation. Merci, et à ceux qui nous écoutent, ben ma voix est aucunement comme ça normalement. Ben, j'ai réussi à passer au travers. Puis, écoute, c'est tout ce qu'on peut sur un beau podcast d'une heure et 4. Quand même, ça fait une belle marche en ville. Puis, profitez-en. Puis merci beaucoup. Merci de ta confiance. Finance fondamentale, c'est le fun parce que quelque part, tu aurais pu parler sur un podcast que je dis des niaiseries, puis t'as pris le temps de m'étudier un peu. Fait que j'apprécie la confiance que tu me portes. Puis moi, ben j'aime énormément tout ce que tu fais. Et ça me permet d'éviter des fois de lire certains livres. Je viens de sauver quelques minutes ou quelques heures. C'est gagnant-gagnant. Bravo. Yes. Salutations à tous les auditeurs et auditrices. Puis on se souhaite encore de belles années de podcasting parce qu'on aime ça en parler. Salut! Ouais, c'est gentil, Pat. Bye. Bye bye.